Et si un petit acte de gentillesse, un acte qui vous a coûté votre emploi, pouvait changer votre vie à jamais? Pour Amélia Vance, une serveuse de 24 ans noyée sous les dettes, aider un homme débraillé et ivre à rejoindre sa chambre d'hôtel n'était qu'un mardi soir comme les autres au cœur de Paris. Elle s'attendait à une réprimande de son manager tyrannique, peut-être même à être renvoyée. Elle ne s'attendait pas à ce que cet homme soit Alexandre Sterling, le milliardaire énigmatique et reclus qui possédait la chaîne hôtelière pour laquelle elle travaillait. Et elle n'aurait certainement jamais imaginé que son simple acte de décence humaine mènerait, une semaine plus tard, à une annonce qui non seulement la stupéfierait, mais laisserait la ville lumière entièrement sans voix. Ceci n'est pas un conte de fées. C'est l'histoire de ce qui se passe lorsque l'intégrité rencontre un pouvoir immense. Le Grand Elysian Hotel sur l'avenue Montaigne n'était pas juste un bâtiment. C'était un testament à la richesse du vieux Paris, un monolithe de marbre et d'or qui se dressait, défiant la modernité implacable de la ville. À l'intérieur de ces murs opulents, le temps semblait ralentir, et l'air lui-même paraissait plus lourd, parfumé d'argent, de luxe et de l'arôme léger et pur délices frais qui étaient remplacés chaque jour dans le hall. Pour les clients, c'était un sanctuaire. Pour le personnel, c'était une cage dorée. Amélia Vance connaissait cette cage mieux que quiconque. Depuis 3 ans, elle naviguait dans ses couloirs complexes et ses règles tacites, son uniforme noir et blanc une seconde peau, son sourire, pratiqué et parfait, son bouclier. Il cachait l'épuisement de ses services de 12 heures, l'anxiété rongeante des factures médicales croissantes de sa mère, et la mort lente et écrasante de ses propres rêves d'ouvrir un jour une petite pâtisserie ensoleillée. Ce soir-là, un mardi de fin octobre, était particulièrement brutal. Une fine pluie glaçante lustrait les rues parisiennes, et chaque client qui entrait dans le salon Onyx, le bar de l'hôtel célèbre pour sa pénombre et ses prix exorbitants, semblait apporter avec lui la mauvaise humeur de la ville. Amélia se déplaçait comme un fantôme entre les fauteuils de velours bas et les tables en bois sombre, son plateau une extension argentée de son bras. Elle remplissait des verres de cognac à 300 €, servait des assiettes de frites à la truffe hors de prix, et absorbait les plaintes passives-agressives des banquiers d'affaires et de leurs compagnes chirurgicalement améliorées. Son superviseur, M. Dubois, rôdait sur le périmètre. C'était un homme dont l'ambition avait largement dépassé le talent, le laissant perpétuellement amer. Il avait des cheveux clairsemés, plaqués en arrière avec trop de gel, et un regard qui semblait toujours calculer le rapport coût-bénéfice d'un employé. Il se nourrissait en attrapant les erreurs. « Vance !» siffla-t-il, sa voix un murmure alors qu'elle passait près du poste de service. « Table 7, un autre Sazerac. » Et souriez. On dirait que vous contemplez votre propre mortalité. « Oui, monsieur Dubois, » répondit Amélia, sa voix douce et égale, ne trahissant aucune des réparties qu'elle hurlait dans sa tête. Elle se tourna vers le bar, transmit la commande au barman, un vétéran grisonnant nommé Sam, et laissa ses épaules s'affaisser une fraction de seconde. « Dure soirée !» grogna Sam, polissant un verre jusqu'à ce qu'il grince. « Juste un autre mardi au paradis !» murmura Amélia, ses yeux balayant le salon. C'est alors qu'elle le vit. Il était dans le coin le plus sombre de la pièce, à une petite table pour deux, bien qu'il fût complètement seul. Il n'avait rien commandé. Il n'avait parlé à personne. Il était simplement apparu. Contrairement aux autres clients qui se pavanent dans leurs costumes sur mesure et leurs robes de créateur, cet homme était une étude sur le désordre. Son costume sombre, d'apparence coûteuse, était froissé, la cravate desserrée et de travers. Ses cheveux, une broussaille brun foncé avec les premières touches d'argent aux tempes, étaient en désordre. Mais c'était son visage qui retint l'attention d'Amélia. Il fixait un verre d'eau vide avec une intensité déconcertante, sa mâchoire serrée par une douleur si profonde qu'elle semblait rayonner de lui en vagues froides. Il n'était pas ivre de la manière bruyante et tapageuse des jeunes loups de la finance au bar. Il était submergé par quelque chose de bien plus profond et destructeur. Amélia avait vu toutes sortes d'intoxications au fil des ans à l'hôtel, mais celle-ci était différente. C'était du chagrin. Pendant 1 heure, elle l'observa du coin de l'œil. Il ne bougea pas, à l'exception d'un tremblement occasionnel, presque imperceptible, dans sa main. Les autres serveurs l'évitaient. Il était un problème en puissance, un client non payant occupant un espace de choix. Monsieur Dubois le lorgnait déjà avec l'attention d'un prédateur. « Vance !» claqua Dubois, apparaissant de nouveau à son coude. « Le fantôme dans le coin. Allez vous en occuper. Ça fait 1 heure qu'il couve ce verre d'eau. Soit il commande quelque chose de substantiel, soit il sort. Nous ne sommes pas un refuge. » « Il n'a pas l'air de déranger qui que ce soit, monsieur, » dit doucement Amélia. Les yeux de Dubois se plissèrent. « Est-ce une remise en question de mon autorité ? » ?»« Non, monsieur. Bien sûr que non. »« Bien. Faites-le sortir. Soyez discrète, mais soyez ferme. S'il refuse, je demanderai à la sécurité de s'en charger. » Dubois eut un sourire narquois.
Et nous savons tous les deux à quel point Monsieur Leclerc de la sécurité apprécie son travail. » L'estomac d'Amélia se noua. Leclerc était une brute qui prenait plaisir à malmener les gens. L'idée qu'il puisse poser les mains sur l'homme brisé dans le coin la remplit d'un soudain et féroce instinct de protection. Prenant une profonde inspiration, elle ajusta son uniforme et se dirigea vers la table. En s'approchant, elle put le voir plus clairement. Il devait l'avoir la fin de la quarantaine, avec un visage qui, sans le chagrin brut gravé dessus, aurait été d'une beauté dévastatrice. Une mâchoire forte, un nez droit, des pommettes hautes. Mais ses yeux, quand il les leva enfin pour la regarder, furent ce qui la glaça sur place. Ils étaient d'une nuance de gris surprenante, comme une mer d'orage, et ils étaient complètement perdus. « Bonsoir, monsieur, » dit-elle, sa voix douce. « Je m'appelle Amélia. Puis-je vous servir quelque chose à boire, ou peut-être vous montrer le menu ?» Il cligna lentement des yeux, comme si ses mots parcouraient une grande distance pour l'atteindre. Sa voix, quand elle vint, était un ras-le-bas rauque, enroué par le manque d'usage, et épaisse de quelque chose qui ressemblait à des larmes non versées. « Non, merci. »« Êtes-vous client de l'hôtel, monsieur » insista-t-elle aussi gentiment que possible. Il eut un rire court et amer qui ne contenait aucune once d'humour. « Un client » répéta-t-il, les mots ayant un goût de poison dans sa bouche. « On pourrait dire ça. »« C'est juste qu'il se fait tard, monsieur. Et cette table » Amélia laissa sa phrase en suspens, détestant les mots qu'on la forçait à prononcer. « Vous voulez que je parte » affirma-t-il, son regard retombant sur le verre vide. Ce n'était pas une question. Monsieur Dubois observait, les bras croisés, un air suffisant sur le visage. Amélia savait qu'elle avait deux choix, obéir et faire jeter cet homme dans la rue pluvieuse, ou défier son manager et risquer son emploi. En regardant la profonde désolation dans les yeux de l'homme, le choix fut étonnamment facile. Son travail payait les factures, mais il tuait lentement son âme. Qu'est-ce qu'une poussée de plus vers le précipice ? En fait, dit Amélia, sont-on passant de celui d'une serveuse polie à celui d'un être humain concerné. Ce que je veux, c'est m'assurer que vous allez bien. Vous avez l'air de porter tout le poids du monde sur vos épaules. Sa tête se redressa brusquement, ses yeux d'orage se fixant sur les siens. Pour la première fois, une lueur d'autre chose que de la douleur traversa son visage. La surprise. « Vous n'avez pas de chambre ici, n'est-ce pas » demanda-t-elle à voix basse. « Vous êtes juste entré. » Il ne répondit pas, mais son silence était un aveu. « D'accord, » dit-elle, prenant une décision qui lui parut à la fois terrifiante et juste. « Restez ici. Ne bougez pas. » Elle tourna les talons et se dirigea directement vers Monsieur Dubois. « Monsieur, le gentleman est un client. Il est dans la suite céleste. Il est juste descendu prendre l'air et ne se sent pas bien. Je vais le raccompagner à sa chambre. » Le visage de Dubois se crispa de suspicion. La suite céleste était la plus exclusive de l'hôtel, souvent réservée à des têtes couronnées ou des titans de l'industrie. Elle était actuellement listée comme « bloquée par le propriétaire ». Ne pas réservée. Ne me mentez pas, Vance. Cette suite est bloquée. Le système doit se tromper, bluffa Amélia, son cœur battant contre ses côtes. Il a confirmé le nom sur la réservation. Un certain Monsieur Sterling. Elle avait pêché ce nom de nulle part, se le rappelant d'un magazine d'affaires qu'elle avait feuilleté. Dubois hésita. Le nom d'Alexandre Sterling était murmuré dans les couloirs du groupe Elysian avec un mélange de peur et de révérence. Il était le mythique propriétaire invisible de toute la chaîne mondiale. L'idée qu'il puisse être assis, débraillé, dans leur salon semblait absurde, mais les retombées potentielles d'un manque de respect à son égard, si c'était vrai, étaient catastrophiques. Dubois était un lâche avant tout. Bien, concéda-t-il, la voix tendue. Mais s'il y a le moindre problème, ce sera votre responsabilité. Votre emploi est en jeu, compris, monsieur, dit Amélia, se détournant avant qu'il ne puisse voir le tremblement de ses mains. Elle retourna à la table de l'homme. Très bien, dit-elle doucement. Rentrons à la maison. Il la regarda, les sourcils froncés de confusion. Je n'ai pas. Je sais, le coupa-t-elle gentiment. Faites-moi simplement confiance. Nous allons à la suite. Lentement, comme si ses membres étaient faits de plomb, il se leva. Il était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, et il vacilla légèrement. Amélia se plaça à ses côtés, instinctivement, posant une main sur son bras pour le stabiliser. Il tressaillit au contact, mais ne se retira pas. Le tissu de son costume était une fine laine italienne, maintenant irrémédiablement froissée. « Merci » marmonna-t-il, sa voix à peine audible. « Nous n'y sommes pas encore » répondit-elle, sa propre voix stable malgré l'adrénaline qui parcourait ses veines. « Allons-y. » Ensemble, ils sortirent du salon Onyx,
laissant derrière eux un monsieur Dubois stupéfait et une salle pleine de monde incurieux. Amélia Vance, la serveuse, escortait un fantôme, et elle n'avait aucune idée qu'elle marchait droit au cœur d'une tempête qui allait tout changer. La montée en ascenseur jusqu'au dernier étage fut silencieuse et suffocante. Les parois en miroir reflétaient l'attelage bizarre. Amélia dans son uniforme impeccable et fonctionnel, et le grand homme brisé, appuyé très légèrement contre la rampe en laiton pour se soutenir. L'odeur de whisky cher et de quelque chose d'infiniment triste s'accrochait à lui. Amélia gardait les yeux fixés sur les numéros d'étage qui défilaient, son esprit tournant à plein régime. Qu'était-elle en train de faire? Elle mentait à son patron, enfreignait au moins une douzaine de protocoles de l'hôtel et escortait un parfait inconnu vers la suite la plus chère de Paris, une suite dans laquelle elle n'avait aucun moyen d'entrer. L'ascenseur sonna doucement, et les portes s'ouvrirent directement sur un hall privé en marbre. Devant eux se dressait une imposante paire de portes doubles. C'était là, la suite céleste. Et bien sûr, elle était verrouillée. Une plaque dorée discrète sur le mur nécessitait une carte-clé spéciale. « Clé !» articula l'homme d'une voix pâteuse, faisant un vague geste vers la porte. « Exact !» dit Amélia, le cœur serré. « La clé !» Elle avait tout misé sur un bluff, et il était maintenant temps de se coucher. Elle devrait le ramener en bas, admettre qu'elle avait menti et faire face aux conséquences. Elle était sur le point de suggérer qu'il retourne dans le hall quand l'homme fouilla à l'intérieur de sa veste de costume. Sa main en sortit, tremblante, tenant non pas une carte-clé mais un portefeuille en cuir usé. Il l'ouvrit et une petite photographie plastifiée tomba sur le tapis moelleux. Amélia se pencha pour la ramasser. C'était la photo d'une femme au sourire éblouissant et d'une petite fille aux yeux rieurs et vifs, les cheveux en couette. Elles étaient sur un voilier, le soleil captant les embruns de l'océan derrière elles. Le souffle de l'homme se coupa. Il tendit la main vers la photo avec une urgence désespérée, ses doigts effleurant les siens. Son contact était froid. « Lily », murmura-t-il, le nom une plaie béante et vive. « Ma Lily et ma Rose ». Amélia regarda la photo, puis son visage ravagé. Le chagrin qu'elle avait pressenti auparavant était maintenant mis à nu, une force palpable dans le petit hall. Ce n'était pas juste un homme qui passait une mauvaise journée. C'était un homme qui avait perdu son monde. « Elles sont magnifiques », dit doucement Amélia en lui tendant la photo. Il la fixa, son pouce caressant le visage souriant de la petite fille. Il semblait oublier où il était, qui elle était. Il fouilla de nouveau dans son portefeuille et, à la grande surprise d'Amélia, en sortit une élégante carte-clé noire. C'était le passe-partout de la suite. Il vacilla, essayant de viser le lecteur de cartes. Après 2 tentatives infructueuses, Amélia la lui prit délicatement de la main. « Permettez-moi. » Elle passa la carte. Une lumière verte clignota et un léger déclic résonna dans le hall. Les lourdes portes s'ouvrirent vers l'intérieur. L'audace pure et à couper le souffle de la suite laissa Amélia sans voix. Tout le mur était une baie vitrée allant du sol au plafond, offrant un panorama saisissant de la ligne d'horizon parisienne, les lumières de la ville scintillant comme un tapis de diamants éparpillés. Un piano à queue se tenait dans un coin, un vaste canapé blanc au centre, et un escalier en colimaçon menant à un niveau supérieur. L'air était immobile, l'espace immaculé, comme si personne n'y avait vécu depuis très longtemps. Cela ressemblait moins à une maison qu'à un mausolée avec vue. Elle le guida à l'intérieur, et il s'effondra sur le canapé massif, la tête entre les mains. Il laissa échapper un soupir frissonnant qui sembla drainer le reste de son énergie. « Puis-je vous apporter un verre d'eau » demanda Amélia, sa voix résonnant dans la vaste pièce. Il hocha la tête sans un mot. Amélia trouva la cuisine, une merveille d'acier inoxydable et de granit noir qui semblait n'avoir jamais servi. Elle remplit un verre d'eau froide du réfrigérateur Sub-Zero, son esprit luttant pour comprendre la situation. Qui était cet homme? Il avait une clé. Il connaissait les noms sur la photo. Il était censé être ici. Avait-elle découvert la vérité par pur hasard? Elle revint et posa le verre sur la table basse en marbre devant lui. Il ne le prit pas. Il fixait toujours la photographie qu'il avait posée sur la table. Aujourd'hui. Commença-t-il, la voix épaisse. C'était aujourd'hui. 5 ans. Amélia n'eut pas besoin de demander ce qu'il voulait dire. L'anniversaire, l'accident, le voilier sur la photo. Tout s'emboîta avec une clarté horrifiante. « Je suis vraiment désolée, » dit-elle, et les mots semblèrent pathétiquement inadéquats. Il leva les yeux vers elle, ses yeux gris s'éclaircissant un instant, se concentrant sur elle avec une lucidité surprenante. « Pourquoi m'avez-vous aidé » Amélia hésita. « Vous aviez l'air d'en avoir besoin. »« Les gens comme moi, » dit-il, une note de dégoût de soi dans le ton, sont habituellement jetés dehors. J'étais une nuisance. « Vous étiez triste, » corrigea-t-elle doucement.
Il y a une différence. Un long silence s'étira entre eux. Les lumières de la ville scintillaient au dehors, indifférentes. Il prit finalement le verre d'eau, sa main plus stable maintenant, et en but la moitié d'un trait. « Merci, Amelia, » dit-il, son nom sonnant étrange et formel dans cette pièce caverneuse. « Vous devriez vous reposer, monsieur Sterling, » dit-elle, utilisant le nom qu'elle avait inventé, soupçonnant maintenant qu'il pourrait être réel. Il eut un autre de ces sourires sans joie. « Sterling, » répéta-t-il doucement. « Oui, je devrais me reposer. » Amelia savait que c'était le signal pour elle de partir. Elle avait fait sa part. Il était en sécurité. Elle recula vers la porte. « Bonne nuit, monsieur. » Il ne répondit pas. Il était déjà de nouveau perdu, le regard fixé sur la photographie sur la table. Amelia se laissa sortir, la lourde porte se refermant avec un bruit sourd et silencieux. Alors qu'elle redescendait en ascenseur, l'adrénaline commença à s'estomper, remplacée par une terreur froide. Elle s'était absentée de son poste pendant près de 30 minutes. Monsieur Dubois l'attendrait, et il était là. Il se tenait près du poste de service, les bras croisés, le visage un masque de fureur triomphante. Au moment où elle sortit de l'ascenseur, il lui tomba dessus. « Eh bien, eh bien, eh bien » ricana-t-il, la voix basse et venimeuse pour que les clients proches ne puissent pas entendre. « L'humanitaire est de retour. Alors, dites-moi, Vance, la suite céleste était-elle à la hauteur des standards de votre nouvel ami ? » « C'est un client, monsieur Dubois. Il avait besoin d'aide, » dit Amelia, le menton haut. « C'est un ivrogne qui devrait être à la rue, » siffla Dubois. « Et vous ? Vous m'avez menti. Vous avez sapé mon autorité. Vous avez abandonné votre poste. Vous avez enfreint une douzaine de règles. » Il fit un pas de plus vers elle, son eau de Cologne âcre et envahissante. « J'ai vérifié les registres maîtres. Cette suite est bloquée pour Alexandre Sterling, le propriétaire. Avez-vous la moindre idée de votre ridicule ? Croire qu'un ivrogne ordinaire pourrait être lui. »« Peu importe qui il est, » dit Amelia, sa voix tremblant légèrement mais sa résolution se raffermissant. « C'est une personne qui souffrait, et notre travail est l'hospitalité. »« Notre travail, » cracha Dubois, « est de faire de l'argent, et vous n'en faites plus partie. Vous êtes renvoyé, Vance. Avec effet immédiat. Prenez vos affaires dans votre casier et soyez hors de mon hôtel dans 10 minutes. La sécurité vous escortera. » Les mots la frappèrent comme un coup physique. Renvoyé. Comme ça. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Le loyer, les frais de pharmacie pour sa mère, les factures d'épicerie, tout défila dans son esprit dans un kaléidoscope de panique nauséeux. Elle savait que c'était un risque, mais la réalité était dévastatrice. « Vous ne pouvez pas, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. « Je viens de le faire, » dit-il, un sourire cruel jouant sur ses lèvres. « Maintenant, dehors. » Il tourna le dos et s'éloigna, la chassant déjà de son esprit. Amelia resta figée un instant. Les sons du salon, le tintement des verres, le faible murmure des conversations, le jazz doux, tout semblait venir de très loin. Sam, le barman, croisa son regard et lui fit un signe de tête sombre et sympathique. Engourdie, elle se dirigea vers le vestiaire du personnel au sous-sol. Elle se changea, l'uniforme familier lui semblant maintenant étranger et hostile. Elle rangea ses quelques affaires dans son sac fourre-tout, son exemplaire bien usé de l'apprenti cuisinier, une paire de chaussures confortables de rechange, une photo d'elle et de sa mère. En fermant la porte de son casier pour la dernière fois, la finalité de l'acte la submergea. Un agent de sécurité, pas Leclerc heureusement, mais un homme plus jeune et à l'air plus aimable, l'attendait pour la raccompagner à la sortie du personnel. Il ne parla pas, ce dont Amelia lui fut reconnaissante. Elle sortit dans la ruelle de service, la pluie froide d'octobre lui frappant le visage. Elle se mêla aux larmes chaudes qui coulaient maintenant librement sur ses joues. Le rêve de la pâtisserie, la sécurité de sa mère, toute sa vie à Paris. Tout semblait se dissoudre dans l'averse. Elle avait fait ce qu'il fallait. Elle le savait au plus profond d'elle-même. Mais alors qu'elle se tenait seule dans la ruelle sombre, avec la forme imposante du grand Élysian qui se dressait derrière elle, tout ce qu'elle pouvait sentir était le poids écrasant de sa bonne action. Elle avait aidé une âme perdue à trouver sa chambre, et en retour, elle avait tout perdu. La semaine qui suivit fut un flou de désespoir gris. Amelia se réveillait chaque matin avec une secousse de panique, la sensation fantôme de son tablier de serveuse encore noué autour de sa taille, pour être ensuite frappée par la réalité écrasante de sa situation. Elle passait ses journées à éplucher les sites d'offres d'emploi en ligne, envoyant des dizaines de CV pour des postes dans des bistrots, des brasseries et des cafés. Tout ce qui pourrait lui permettre de payer les factures. Les réponses étaient rares. Le secteur de la restauration parisienne était notoirement compétitif,
et être renvoyé d'un endroit comme le Grand Élysian, même sans mauvaise référence, était une marque noire sur son dossier. Ses économies, aussi maigres soient-elles, diminuaient à une vitesse alarmante. Elle commença à longer la soupe avec de l'eau et à sauter des repas pour s'assurer qu'il y en aurait assez pour la prochaine ordonnance de sa mère. Lors de ses appels quotidiens avec sa mère, qui vivait en province, elle feignait la gaieté, parlant d'une supposée semaine de congé dont elle profitait. Le mensonge avait un goût de cendre dans sa bouche. L'homme de la suite, M. Sterling ou qui que ce soit d'autre, ne lui traversait jamais l'esprit. Il était un spectre d'une autre vie, le catalyseur de sa chute, mais pas quelqu'un qu'elle s'attendait à revoir ou dont elle s'attendait à entendre parler. Il appartenait au monde des riches, et elle était fermement revenue dans celui des pauvres. Le 8e jour après son licenciement, une semaine exactement, une enveloppe arriva. C'était un papier cartonné épais et crémeux, un contraste frappant avec le courrier publicitaire et les dernières lettres de relance parmi lesquelles il était niché. Son nom et son adresse étaient écrits dans une élégante calligraphie fluide. Il n'y avait pas d'adresse d'expéditeur, seulement le blason en relief de l'hôtel Grand Élysian sur le seau de cire. Son cœur martela contre ses côtes. Était-ce un dernier chèque de paie? Une mise en demeure? Avec des doigts tremblants, elle brisa le seau. À l'intérieur se trouvait une seule carte épaisse. Mademoiselle Amélia Vance, vous êtes par la présente priée d'assister à une assemblée générale obligatoire de tout le personnel dans la grande salle de bal de l'hôtel Grand Élysian. Date, mercredi 5 novembre. Heure, 10 heures précises. Votre présence est requise. Bureau du président directeur général, Élysian Group Holdings. Amélia l'a lu 3 fois. Une assemblée de tout le personnel, mais elle ne faisait plus partie du personnel. Et la convocation venait du plus haut bureau possible, le PDG de toute la société mère. Cela n'avait aucun sens. Un œuf froid de peur se serra dans son estomac. Peut-être la poursuivait-il pour fraude ou pour avoir accédé à la suite. Peut-être que M. Dubois avait inventé une histoire élaborée pour couvrir sa propre incompétence et l'avait dépeinte comme une espionne industrielle. Son premier instinct fut de la jeter, de l'ignorer et de couper son dernier lien avec cet endroit. Mais les mots « votre présence est requise » avaient un poids qu'il était impossible de négliger. Cela ressemblait moins à une invitation qu'à une convocation au tribunal. D'ailleurs, que pouvait-il lui faire de plus? Elle n'avait plus rien à perdre. Le mercredi matin, elle enfila la plus belle tenue qu'elle possédait, une simple robe noire et un blazer usé mais propre. Cela lui semblait être une armure. Elle prit le métro jusqu'à l'avenue Montaigne, le trajet familier lui paraissant maintenant surréaliste. Alors qu'elle approchait de la grande entrée de l'hôtel, le portier, un homme aimable nommé Georges, lui fit un signe de tête avec un air de surprise et de confusion. « Mademoiselle Vance. Ravi de vous voir, » dit-il, le front plissé. « Vous aussi, Georges, » répondit-elle, offrant un faible sourire. La grande salle de bal était au 2e étage. En entrant, Amélia fut accueillie par une mère de visage familier. Tout le personnel de l'hôtel était là, des femmes de chambre et des plongeurs au concierge et à la direction. Ils étaient regroupés en grappes anxieuses, chuchotant entre eux. L'air était épais de tension et de spéculation. Une rumeur avait circulé qu'une prise de contrôle de l'entreprise était en cours, qu'il y aurait des licenciements massifs. Amélia aperçut M. Dubois près de l'avant, en train de flatter certains des autres chefs de service. Il avait l'air suffisant et important, comme s'il était dans le secret. Quand il vit Amélia, son visage passa par la surprise, puis se mua en un ricanement méprisant. Il s'avança vers elle, sa posture rayonnant d'autorité. « Qu'est-ce que vous faites ici, Vance ?» demanda-t-il à voix basse. « C'est réservé aux employés actuels. Je vous ai dit de partir. »« J'ai été convoqué, » dit Amélia, brandissant l'invitation. Dubois la lui arracha, ses yeux s'écarquillant légèrement en voyant le sceau du bureau du PDG. Il la lui rendit rapidement, une lueur d'incertitude traversant son visage. Une erreur de secrétariat, sans doute. Vous pouvez attendre près de la porte. On vous demandera de partir assez vite. Il lui tourna le dos et s'éloigna, la congédiant une fois de plus. Amélia trouva une place contre le mur du fond, se sentant complètement déplacée. Elle sentit des centaines d'yeux sur elle, ses anciens collègues chuchotant et la montrant du doigt. Elle était la paria, la serveuse renvoyée qui avait osé se remontrer. À 10 heures précises, les portes de la salle de bal à l'avant de la pièce s'ouvrirent. Un groupe d'hommes et une femme en costume d'affaires sombres des sévères entrèrent et prirent place sur la petite estrade qui avait été installée. Ils ressemblaient à une meute de requins, minces, affamés et totalement impitoyables. Le silence se fit dans la salle. Un des hommes, aux cheveux argentés plaqués en arrière et aux yeux bleus perçants, s'avança vers le podium. Son costume était si parfaitement taillé qu'il semblait moulé sur lui. « Bonjour, »
dit-il, sa voix nette et portant un accent des grandes écoles. Je m'appelle Julien Croft. Je suis le directeur des opérations du groupe Elysian Holdings. Merci à tous de vous être rassemblés dans un délai si court. Nous sommes ici aujourd'hui pour aborder l'avenir de cet hôtel phare. Une vague de murmures nerveux parcourut la foule. Pendant trop longtemps, continua Croft, sa voix aussi tranchante que l'acier, le groupe Elysian a été géré à distance. Les décisions ont été prises sur la base de bilans, de données et d'analyses de marché. Nous nous sommes concentrés sur les chiffres, et je crains que nous n'ayons perdu de vue notre âme. La vision de notre fondateur n'était pas seulement de construire des hôtels de luxe, mais de créer des havres d'hospitalité authentiques. Cette vision a vacillé. Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Monsieur Dubois hochait la tête, l'air pieux. À cette fin, dit Croft, le propriétaire et PDG d'Elysian Group Holdings, Monsieur Alexandre Sterling, a décidé d'adopter une approche plus directe. Il est ici aujourd'hui pour s'adresser à vous personnellement. Un hoquet collectif traversa la salle. Alexandre Sterling était une légende, un fantôme. Il n'avait pas fait d'apparition publique depuis 5 ans. La plupart du personnel croyait qu'il n'était qu'un nom sur un papier à en-tête. La porte latérale de la scène s'ouvrit, et l'homme qui en sortit était l'homme du salon Onyx. Il était transformé. Le costume froissé avait disparu, remplacé par un costume gris anthracite impeccablement taillé. Les cheveux en désordre étaient parfaitement coiffés. La brume de l'ivresse avait disparu, et le chagrin dévastateur était maintenant contenu derrière un pare-feu de puissance et de contrôle immense. Mais les yeux étaient les mêmes. Les yeux gris d'orage qui avaient paru si perdus et brisés une semaine auparavant étaient maintenant vifs, intelligents et autoritaires. Il se déplaçait avec la grâce silencieuse et prédatrice d'un homme qui possédait chaque pièce où il entrait. Il était Alexandre Sterling. Amelia sentit l'air lui manquer, ses genoux devinrent faibles, et elle s'agrippa au mur pour se soutenir. L'ivrogne, le fantôme, l'homme qu'elle avait empêché d'être jeté à la rue, était le propriétaire milliardaire de toute l'entreprise. Une vague de choc et de reconnaissance submergea la salle, alors que les personnes présentes dans le salon ce soir-là réalisaient qui elles regardaient. Amelia vit le visage de Monsieur Dubois devenir complètement blanc. Le sang s'en retira si vite qu'il ressemblait à un cadavre. Sa confiance suffisante s'évapora, remplacée par une pure terreur animale. Il regardait Amelia, les yeux écarquillés d'une compréhension horrifiée. Sterling se dirigea vers le podium, déplaçant Julien Croft d'un simple signe de tête autoritaire. Il balaya la foule du regard, son regard passant sur chaque visage. Pendant un instant fugace, ses yeux rencontrèrent ceux d'Amelia au fond de la salle. Il n'y eut aucune reconnaissance, aucun signe, rien. C'était comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. La petite et folle lueur d'espoir dans sa poitrine s'éteignit. « Bonjour », commença Sterling, sa voix le même râle profond dont elle se souvenait, mais maintenant imprégné d'une autorité glaçante. « Comme l'a dit M. Croft, j'ai été absent. Il y a 5 ans, j'ai subi une tragédie personnelle et je me suis retiré du monde. J'ai laissé d'autres diriger mon entreprise. Je leur ai fait confiance pour maintenir les valeurs sur lesquelles elle a été bâtie. » Il marqua une pause, son regard tombant lentement sur M. Dubois, qui sembla rétrécir sous son poids. « J'ai eu tort de leur faire confiance, » dit Sterling, sa voix tombant à un niveau dangereusement bas. « J'ai récemment décidé de voir par moi-même ce que mes hôtels sont devenus. Il y a une semaine ce soir, je suis entré dans cet hôtel, non pas en tant que propriétaire, mais en tant qu'homme en souffrance. Je me suis assis dans le salon Onyx, cherchant je ne sais quoi, peut-être du réconfort. Et j'ai observé. J'ai observé un personnel qui a été formé pour voir les clients non pas comme des personnes, mais comme des problèmes ou des sources de profit. Et j'ai observé un directeur qui incarne le pire de cette pourriture d'entreprise. » Il pointa un doigt directement sur M. Dubois. « Monsieur Dubois, veuillez vous avancer. » Dubois avait l'air d'être sur le point d'être physiquement malade. Il s'avança en traînant les pieds, ses chaussures chères éraflant le sol, son visage luisant de sueur. « Monsieur Dubois, » dit Sterling, sa voix résonnant d'une fureur froide. « Vous avez vu un homme clairement en détresse, et votre seul instinct a été de le faire jeter dehors. Vous accordez plus de valeur au revenu d'une table qu'à la dignité d'un être humain. Vous entretenez une culture de la peur et de l'intimidation, pas de l'hospitalité. Vous êtes une honte pour le nom Elysian. Votre emploi est terminé, avec effet immédiat. Monsieur Croft a votre indemnité de départ. La sécurité vous escortera hors des lieux. Maintenant. » Dubois ouvrit et ferma la bouche comme un poisson, mais aucun son n'en sortit. 2 formidables agents de sécurité, les mêmes qui auraient été appelés sur Sterling une semaine auparavant, se matérialisèrent et l'encadrèrent. Ils guidèrent doucement mais fermement l'homme complètement brisé hors de la salle de bal.
Un silence stupéfait et terrifié remplit la pièce. Alexandre Sterling venait d'exécuter publiquement le directeur de l'hôtel. Son regard revint vers la foule. Ceci est un message. La pourriture s'arrête aujourd'hui. Nous reviendrons à nos principes fondateurs, intégrité, compassion, hospitalité. Et cela m'amène à la vraie raison pour laquelle nous sommes tous ici. Ses yeux gris d'orage balayèrent de nouveau la foule, et cette fois, ils se fixèrent directement sur ceux d'Amelia. Mademoiselle Amelia Vance, aplatait-il, sa voix claire et inébranlable. Veuillez vous avancer. Chaque tête dans la salle de bal pivota pour la fixer. Les chuchotements commencèrent, un raz-de-marée de confusion et de choc. Engourdie, comme dans un rêve, Amelia se décolla du mur et entama la longue marche vers l'avant de la salle. La traversée de la salle de bal, du fond jusqu'à la scène, lui parut longue d'1 kilomètre. Chaque regard était fixé sur Amelia, un millier de questions suspendues dans l'air silencieux et chargé. Ses anciens collègues, ceux qui avaient chuchoté à son sujet et l'avaient regardé se faire renvoyer, la fixaient maintenant avec un mélange d'admiration, de confusion et de respect naissant. Elle gardait son regard fixé sur Alexandre Sterling, l'homme qui était à la fois un parfait inconnu et la personne la plus familière dans la pièce. Lorsqu'elle atteignit le bas des marches de la scène, il descendit à sa rencontre, lui tendant la main. Sa poignée était ferme et chaude, un contraste saisissant avec la main froide et tremblante qu'elle avait tenue une semaine auparavant. Il la conduisit sur la scène, la plaçant à côté de lui au podium. Elle se tenait là, une simple jeune femme dans un blazer d'occasion, à côté de l'un des hommes les plus puissants du monde. Le moment semblait totalement surréaliste, comme une page arrachée d'un roman étrange. Sterling se tourna de nouveau vers l'auditoire stupéfait. Il y a une semaine, alors que j'étais au plus bas, alors que je n'étais rien de plus qu'un ivrogne anonyme et gênant, une seule personne dans tout cet établissement m'a montré une once de décence humaine. Sa voix, amplifiée par le microphone, emplit chaque recoin de la pièce. Tous les autres employés m'ont soit ignoré, soit m'ont vu comme une nuisance à éliminer. Le directeur Dubois a ordonné qu'on me jette dehors. Mais mademoiselle Vance, elle a vu une personne en souffrance. Elle a risqué son emploi, défiant un ordre direct de son supérieur, non pas pour un gain personnel, mais parce que c'était la bonne chose à faire. Elle a agi avec intégrité, compassion et une compréhension fondamentale de ce que l'hospitalité signifie vraiment. Une compréhension que tout le monde dans la direction, y compris moi-même, semble avoir oubliée. Il tourna légèrement la tête pour regarder Amelia, et pour la première fois, elle ne vit pas le PDG milliardaire ou l'ivrogne brisé, mais l'homme derrière eux deux. Il y avait de la gratitude dans ses yeux gris, et une tristesse profonde hélas qui n'avait pas entièrement disparu. Pour sa compassion, annonça Sterling, se retournant vers le microphone, mademoiselle Vance a été renvoyée. Un hoquet collectif, plus fort cette fois, parcourut le personnel. Ils avaient tous supposé que Dubois l'avait renvoyée pour une faute grave. La vérité provoqua une onde de choc dans la salle. Elle a été punie pour avoir incarné la valeur même que cette entreprise prétend défendre, poursuivit Sterling, la voix teintée de fer. Ce n'est pas seulement une erreur. C'est un échec systémique. Un échec de leadership. Un échec qui commence tout en haut, avec moi. Il laissa cet aveu planer dans l'air, une confession stupéfiante de culpabilité de la part d'un homme de sa stature. Les actions ont des conséquences, dit-il, son ton changeant. Monsieur Dubois a fait face aux conséquences de ses actions. Et maintenant, mademoiselle Vance fera face aux conséquences des siennes. Le cœur d'Amelia martela. Que voulait-il dire? Une promotion, une prime, des excuses officielles. Elle n'aurait jamais pu se préparer à ce qui allait suivre. Sterling regarda Julien Croft, son directeur des opérations, qui s'avança et lui tendit un épais portefeuille relié en cuir. Sterling l'ouvrit sur le podium. Le Grand Elysian Paris est plus que notre navire amiral. C'est le cœur de notre marque, déclara Sterling. Et un cœur doit être fort et pur. Il ne peut pas être dirigé par des feuilles de calcul depuis un siège social à des centaines de kilomètres. Il a besoin d'un leader qui est sur le terrain, qui comprend son pouls, qui dirige avec empathie et courage. Il marqua une pause, prenant une profonde inspiration avant de porter le coup de grâce final et fracassant. Par conséquent, avec effet immédiat, je mets en œuvre un transfert de propriété pour cet hôtel spécifique. Le Grand Elysian Paris ne sera plus la propriété du groupe Elysian Holdings. Il sera franchisé à un nouveau propriétaire indépendant. Il regarda directement Amelia, sa voix s'adoucissant mais ne perdant rien de sa puissance. Mademoiselle Amelia Vance, pour votre intégrité, pour votre courage, et pour m'avoir rappelé ce que signifie être humain, je fais de vous ce propriétaire. Je vous donne cet hôtel. Silence. Un silence complet, total et absolu tomba sur la grande salle de bal.
On aurait pu entendre une épingle tomber sur l'épais tapis. Personne ne respirait. Personne ne bougeait. Le concept était trop énorme, trop complètement fou pour être assimilé. Amelia le dévisagea, son esprit un vide total. Les mots résonnaient dans sa tête, mais ne parvenaient pas à former une pensée cohérente. Propriétaire, vous donnez cet hôtel. C'était impossible. Une blague, un rêve, une crise psychotique. Puis les chuchotements commencèrent, comme une tempête qui se lève. A-t-il dit propriétaire? Tout l'hôtel, à la serveuse. Sterling leva une main et la salle redevint silencieuse. Laissez-moi être clair, dit-il, anticipant l'incrédulité. Ce n'est pas un coup de pub. C'est une restructuration. Une fiducie a été établie au nom de Mademoiselle Vance pour financer l'acquisition de la franchise auprès de la société mère. Une transaction qui est, à toute fin légale, complète. Elle détiendra la participation majoritaire et l'autorité opérationnelle complète. Elle est la nouvelle propriétaire et directrice générale du Grand Elysian Paris. Mon équipe et moi-même servirons à titre consultatif pendant la première année pour assurer une transition en douceur, mais les décisions finales lui appartiendront. Il ferma le portefeuille et le tendit à Amelia. Ses mains le prirent automatiquement, mais ses doigts semblaient engourdis. Il était lourd, rempli de documents juridiques, d'actes de propriété et de statuts de société. Il semblait être la chose la plus lourde du monde. Vous ne pouvez pas être sérieux, murmura Amelia, les premiers mots qu'elle parvint à prononcer. Sa voix était une petite chose tremblante dans le vaste silence. Je n'ai jamais été plus sérieux de ma vie, répondit Sterling, sa voix assez basse pour qu'elle seule l'entende. J'avais perdu mon chemin, Amelia. Je me noyais, et vous m'avez jeté une bouée de sauvetage sans même le savoir. Vous n'avez pas sauvé un milliardaire. Vous avez sauvé un homme. L'argent est le seul outil que j'ai pour rembourser une dette incommensurable. Utilisez-le. Faites de cet endroit quelque chose dont on peut être fier. Il se tourna ensuite vers le personnel abasourdi. Votre nouvelle patronne, annonça-t-il en désignant Amelia, est l'une des vôtres. Elle a nettoyé vos toilettes, servi à vos tables et géré vos plaintes. Elle connaît cet hôtel, ses défauts et ses forces mieux que n'importe quel dirigeant ne le pourra jamais. Elle aura mon plein soutien et les ressources complètes du groupe Elysian à sa disposition. Quiconque ne peut lui accorder sa loyauté et son respect absolu peut aller chercher son indemnité de départ auprès de M. Croft en sortant. Sur ce, il fit un dernier signe de tête sec, se tourna et quitta la scène d'un pas rapide, son équipe juridique le suivant comme une procession d'ombre. Il laissa derrière lui une salle de bal en plein chaos, et une jeune femme sur scène tenant l'acte de propriété d'un hôtel d'1 milliard d'euros, son monde irrévocablement et terrifiquement brisé et reconstruit en l'espace de 10 minutes. Amelia resta figée, serrant le portefeuille contre sa poitrine. Le silence se rompit et la salle explosa en une cacophonie de sons. Certains membres du personnel applaudissaient, un applaudissement lent et hésitant au début, qui se transforma ensuite en une ovation tonitruante. D'autres la fixaient, bouche bée d'incrédulité. Quelques-uns, les fidèles de Dubois, avaient l'air rancuniers et furieux. La presse, qui avait été informée d'une annonce majeure et tenue à l'extérieur, déferlait maintenant, les flashs des appareils photo crépitant comme des feux d'artifice. Mademoiselle Vance, par ici. Quelle sera votre première décision? Amelia, pouvez-vous nous faire une déclaration? Le bruit, les lumières, l'impossibilité totale de la situation s'abattirent sur elle. Sa vision se brouilla. Le poids du portefeuille, le poids d'un millier d'employés, le poids d'un monument de l'avenue Montaigne, tout s'installa sur ses épaules. Elle sentit une main sur son bras et se tourna pour voir Sam, le vieux barman, debout à côté d'elle, monté sur scène. « Respire, gamine, » dit-il, sa voix bourrut un point d'ancrage réconfortant dans la tempête. « Respire, c'est tout. On dirait que tu as un sacré boulot qui t'attend. » Amelia regarda la mère de visage, les appareils photo clignotants, la grande salle opulente qui était maintenant la sienne. Elle n'était plus Amelia Vance, la serveuse en difficulté. Elle était Amelia Vance, la propriétaire du Grand Elysian, et elle était terrifiée. Les 24 heures qui suivirent l'annonce furent un tourbillon surréaliste. Amelia fut emmenée loin de la salle de bal par Julien Croft et une équipe de spécialistes en relations publiques avant qu'elle ne puisse être déchiquetée par les piranhas de la presse. Ils la séquestrèrent dans le seul endroit où elle n'aurait jamais pensé retourner, la suite céleste. Ce devait être désormais sa résidence et son bureau temporaire. Le vaste espace vide semblait encore plus intimidant maintenant qu'elle savait qu'il lui appartenait. La vue panoramique de la ville, autrefois un magnifique spectacle, ressemblait maintenant à un royaume qu'elle n'avait aucune idée de comment gouverner. Elle passa l'après-midi dans un état second tandis que des avocats lui expliquaient les détails complexes de la fiducie,
du contrat de franchise et de ses nouvelles responsabilités légales. Des conseillers financiers lui présentèrent des bilans et des marges bénéficiaires qui lui donnèrent le vertige. Sa signature, autrefois utilisée pour signer les pourboires sur les reçus de cartes de crédit, était maintenant apposée sur des documents valant des centaines de millions d'euros. Le syndrome de l'imposteur n'était pas seulement une petite voix au fond de sa tête. C'était un géant hurlant et beuglant. Elle était une serveuse. Elle savait comment plier une serviette en un signe parfait, comment équilibrer 6 assiettes sur un bras, et comment faire la différence entre une plainte sincère et un client cherchant à obtenir quelque chose gratuitement. Elle ne savait pas comment approuver un budget de plusieurs millions d'euros pour des rénovations trimestrielles, ni comment négocier avec les syndicats les plus puissants de la ville. Ce soir-là, après le départ du dernier des conseillers, Alexandre Sterling apparut à sa porte. Il était habillé de manière plus décontractée maintenant, en pantalon sombre et pull en cachemire, le titan de l'industrie remplacé par un homme plus calme et plus réfléchi. « J'imagine que vous avez des questions », dit-il, sa voix douce. Il se dirigea vers la grande fenêtre et regarda la ville. « J'en ai une, » dit Amélia, sa voix faible. « Pourquoi ?» Il se tourna pour lui faire face, ses yeux gris scrutant son visage. « Je vous l'ai dit. Vous m'avez rappelé quelque chose que j'avais perdu. »« Ce n'est pas une raison suffisante pour donner un hôtel à quelqu'un, » rétorqua-t-elle, une étincelle de son ancien pragmatisme revenant. « C'est insensé. Je ne suis pas qualifié pour ça. Je vais mener cet endroit à la faillite. Vous avez fait une terrible erreur. »« Non, » dit-il fermement. « Mon erreur a été de laisser cet endroit devenir une machine sans âme. Je n'ai pas besoin que vous soyez diplômé d'une grande école de commerce, Amélia. J'ai besoin que vous soyez vous. J'ai besoin que vous dirigiez avec votre instinct et votre cœur. Les experts, les conseillers, Monsieur Croft, ils peuvent vous apprendre le côté commercial. Je peux vous l'apprendre. Mais votre compétence principale, la chose même qui vous a amené ici, est quelque chose qui ne peut pas être enseigné. C'est le caractère. » Il se dirigea vers la table basse où, une semaine auparavant, il avait fixé la photo de sa famille. « Il y a 5 ans, pour notre anniversaire de mariage, j'ai emmené ma femme Lily et ma fille Rose faire de la voile. Une tempête soudaine s'est levée, une bourrasque imprévue. Nous avons été heurtés par un autre bateau, un cargo qui ne nous a pas vus. J'ai été le seul qu'ils ont sorti de l'eau. » Sa voix était calme, dépourvue d'apitoiement, une simple déclaration d'un fait qui avait mis fin à son monde. J'ai passé 5 ans à me cacher dans des salles de conseil et au fond d'une bouteille. Je possédais des dizaines d'hôtels, mais je n'avais pas de maison. Quand vous m'avez aidé cette nuit-là, vous ne m'avez pas seulement emmené dans une chambre. Vous avez été la première personne en 5 ans qui m'a regardé et n'a pas vu un milliardaire ou une figure tragique. Vous avez juste vu un homme qui souffrait. Vous m'avez ramené à l'intérieur, de plus d'une manière. Il la regarda enfin. Je ne vous donne pas un hôtel en récompense, Amélia. Je vous donne un outil, et je vous demande de réparer ce que j'ai cassé. Pouvez-vous faire ça? En regardant la douleur profonde et persistante dans ses yeux, Amélia comprit enfin que cela ne la concernait pas seulement elle. C'était sa pénitence, son chemin vers la rédemption. Et il l'avait choisi pour être son instrument. Le poids sur ses épaules changea. Il était toujours lourd, mais il avait maintenant un but. « J'essaierai », murmura-t-elle. Son premier jour en tant que propriétaire officiel fut terrifiant. Elle quitta la suite et s'installa dans la suite de bureau du directeur général, l'ancien territoire de M. Dubois. Le personnel qu'elle croisait dans les couloirs la regardait avec un mélange de peur et de curiosité. Elle était un fantôme des étages inférieurs, hantant maintenant les étages supérieurs. Sa première réunion fut avec les chefs de service. Ils étaient assis autour d'une table en acajou poli, leur visage soigneusement neutre. Antoine, le chef de cuisine impérieux et célèbre. Helena, la gouvernante générale sévère et sans sourire, avec 30 ans de service, et une demi-douzaine d'autres. C'étaient des professionnels qui dirigeaient leur service bien avant qu'elle n'ait servi son premier cocktail. « Bonjour », commença Amélia, sa voix tremblant légèrement. « Je sais que c'est peu orthodoxe. » Antoine le chef, un homme formidable à l'accent français prononcé, parla le premier. « Avec tout le respect que je vous dois, madame la propriétaire, » dit-il, le titre dégoulinant de scepticisme, c'est de la folie. Vous êtes une serveuse. Je suis un chef étoilé Michelin. Que pourriez-vous bien me dire sur la façon de gérer ma cuisine? Le défi flottait dans l'air. C'était son premier test. L'ancienne Amélia se serait recroquevillée. La nouvelle Amélia, celle qui tenait un portefeuille rempli de pouvoir juridique et la confiance d'un milliardaire brisé, trouva une force qu'elle ne savait pas posséder. « Vous avez raison, chef Antoine, » dit-elle, sa voix se stabilisant. « Je ne peux pas vous dire comment créer une sauce bordelaise parfaite ou comment dresser une assiette.
Mais je peux vous dire que depuis 3 ans, j'entends les clients se plaindre que, bien que votre cuisine soit brillante, les temps d'attente sont abominables. Je peux vous dire que les plongeurs utilisent des lave-vaisselle cassés et ont peur de le signaler par crainte de coupes budgétaires. Je peux vous dire que les serveurs doivent parcourir 50 mètres supplémentaires jusqu'à l'office pour le linge de table parce que le placard de rangement de cet étage a été converti en bureau privé pour l'assistant de Monsieur Dubois. Je sais où sont les fissures de cet hôtel, parce que j'ai passé 3 ans à tomber dedans. Elle regarda autour de la table, croisant le regard de chacun d'eux. Je ne suis pas ici pour vous dire comment faire votre travail. Je suis ici pour vous donner les outils et le soutien pour le faire mieux. Ma porte est ouverte. Aucun problème n'est trop petit. Nous ne sommes pas seulement une entreprise. Nous sommes une équipe, et notre mission est l'hospitalité. Cela commence par la façon dont nous nous traitons les uns les autres. Un lent changement se produisit autour de la table. Elena, la gouvernante générale, qui avait regardé Amelia avec un mépris pur, avait maintenant une expression réfléchie. Le chef de l'ingénierie nota quelque chose à propos des lave-vaisselle. Le chef Antoine, pour la première fois, la regarda non pas comme une serveuse, mais comme une dirigeante. Il fit un lent, presque imperceptible signe de tête. Les lave-vaisselle, dit-il d'une voix bourrue. Ils ont été un problème. C'était un début, une minuscule fissure de lumière dans la forteresse de leur scepticisme. Plus tard dans la journée, Amelia quitta son nouveau bureau palatial et fit quelque chose qu'aucun directeur général n'avait jamais fait. Elle descendit à la cafétéria du personnel pendant le coup de feu du déjeuner, prit un plateau et s'assit à une table avec un groupe de femmes de chambre nerveuses. Elle leur demanda leur nom. Elle leur posa des questions sur leur famille, sur les aspirateurs défectueux, sur les pénuries de fournitures. Elle ne fit pas de grandes promesses. Elle écouta simplement. La nouvelle se répandit dans l'hôtel comme une traînée de poudre. La nouvelle propriétaire était à la cafétéria. La nouvelle propriétaire parcourait les couloirs de service. La nouvelle propriétaire se souvenait du nom du plongeur de nuit. Elle n'était pas un mythe dans une suite de luxe. Elle était l'une d'entre eux. La peur commença à reculer, remplacée par un espoir timide et fragile. Ce soir-là, épuisée mais revigorée, elle se tenait dans son bureau, regardant la même vue de la ville. Cela ne ressemblait plus à un royaume inconquérable. Cela ressemblait à un défi, à une responsabilité. Cela ressemblait à un foyer. La couronne était lourde, mais pour la première fois, elle se sentit assez forte pour la porter. D'une ruelle détrempée par la pluie à la suite du propriétaire sur l'avenue Montaigne, l'histoire d'Amelia Vance est un puissant rappel que notre vraie valeur n'est pas définie par notre titre de poste ou notre compte en banque, mais par notre caractère et les choix que nous faisons quand personne ne regarde. Elle montre que la compassion peut être la monnaie la plus précieuse de toutes, capable de créer des ondes qui changent non seulement une vie, mais la culture de toute une institution. En guérissant la douleur cachée d'un étranger, Amelia a guéri sa propre situation désespérée, prouvant que le simple fait de voir l'humanité chez les autres est un super-pouvoir. Pour Alexandre Sterling, sa gentillesse a été le catalyseur dont il avait besoin pour se reconnecter avec le monde qu'il avait abandonné, transformant son immense richesse d'un bouclier en un outil de rédemption. Que pensez-vous du geste grandiose d'Alexandre? Lui donner tout l'hôtel était-il une décision émotionnelle et imprudente? Ou était-ce un coup de génie d'installer une dirigeante avec une véritable expérience de terrain? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez été inspiré par cette histoire de drame, de destin et du pouvoir incroyable de l'intégrité, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, la partager avec un ami qui a besoin d'un remontant, et assurez-vous de vous abonner pour plus d'histoires incroyables qui semblent tout droit sorties de la vie réelle. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour.